les insuffisances de l'enseignement supérieur. Si nous regroupons ces différentes remarques, nous sommes obligés de constater que toutes ces remarques trouvent leur cause essentielle dans l'absence d'une véritable politique d'orientation. Il n'y a pas de politique de l'enseignement. Sous la Première République, nous avons eu l'enseignement de masse. Nous avons critiqué cet enseignement en disant que c'est un enseignement de rabais. Mais par contre, nous l'avons remplacé. Avons-nous aujourd'hui en Guinée un enseignement de masse ou un enseignement sélectif, c'est-à-dire un enseignement d'élite? Nous ne pouvons pas répondre. Mais comment voulez-vous trouver votre chemin à travers la nature si vous n'avez pas de boussole? Si vous n'avez pas de boussole, vous trébuchez et vous rencontrez que des obstacles. Voilà la cause fondamentale de toutes les critiques qui ont été adressées à l'enseignement. Mais l'histoire d'un pays, c'est l'histoire des habitants de ce pays. C'est l'histoire vécue par ces hommes avec ses aspects négatifs et ses aspects positifs. Un homme politique doit avoir le courage d'assumer à la fois les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs. Mais nous n'avons pas ce courage en Guinée. Nous avons l'habitude de jeter le bébé avec l'eau du bébé. Je prends un exemple concret. Tout le monde sait sur le plan universel que l'accès à la connaissance d'un enfant passe par sa langue maternelle, c'est-à-dire les langues nationales. Mais ces langues nationales supposent qu'avant de les enseigner, on crée les conditions efficientes de leur enseignement. On a enseigné les langues nationales, mais ça a été mal fait parce qu'on n'a préparé ni les ouvrages, ni les formateurs. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis l'enseignement des langues nationales, c'est une aberration, on rejette. C'est ça, jeter l'eau, le bébé avec l'eau du bébé. Mais le rôle de l'université aurait été de faire des recherches sur les langues nationales, de faire des ouvrages, de faire des dictionnaires et de former des formateurs. Ces gens auraient pu former des enseignants qui auraient commencé d'abord à enseigner nos enfants dans nos langues nationales à l'école primaire, ce qui facilite l'accès à leurs connaissances. On n'enseigne pas aux jeunes français à l'école primaire en anglais ou en allemand, on les enseigne en français. Donc le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas d'orientation. Nous ne savons pas où nous allons. Dans beaucoup de pays, quand un ministre vient en fonction, très souvent, il fait des réformes qui s'attachent à son nom. Le premier rôle d'un ministre qui vient dans l'enseignement supérieur, c'est de voir d'abord, au fond, qu'est-ce qui a été fait, quels sont les obstacles, comment surmonter ces obstacles. Mais chez nous, il n'y a jamais cela. La preuve, depuis la Deuxième République, nous ne connaissons pas un seul ministre dont le nom est attaché à une réforme de l'enseignement. Ensuite, nous pouvons nous poser beaucoup de questions. Le recteur a-t-il pour rôle de favoriser la maîtrise des connaissances ou d'être un instrument de répression des étudiants à l'université? Est-ce un maître du savoir ou un gendarme? L'université est-il un lieu où l'autonomie permet aux étudiants de s'épanouir, où l'autonomie permet de transformer les universités en prison? Ce sont un certain nombre de questions que nous devons nous poser. Mais l'enseignement peut être un enseignement qui a comme rôle de créer des hommes qui ont des savoirs larges comme en France, ou un enseignement lié à la vie économique, c'est-à-dire qui forme des hommes concrètement pour la vie économique comme le système anglo-saxon. Nous, on n'a ni l'un ni l'autre. Nous avons les défauts de l'enseignement français qui consiste à donner des connaissances générales à nos enfants, mais des connaissances générales dans un pays sous-développé qui n'a pas d'économie. Au moins, l'inconvénient dans un pays comme la France, du fait que l'économie est développée, même si vous avez des connaissances générales, vous allez toujours trouver du travail. Ce qui n'est pas le cas en Guinée. Donc, nous n'avons pas d'orientation. C'est ça le véritable problème. Mais nous devons avoir le courage de faire comme le Sénégal, c'est-à-dire les états généraux de l'enseignement. Ensemble, nous voyons qu'est-ce qui ne va pas dans l'école guinéenne, quelle est la meilleure orientation de l'université guinéenne et choisir cette orientation. Il y a aussi un rejet catégorique. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont prêts à enseigner gratuitement sans être payés à l'université. Mais malheureusement, cela apparaît comme une aberration parce que nous sommes des gens qui avaient une orientation politique.
mais l'orientation politique des enseignants, c'est leur droit de citoyen. Cela n'a rien à voir avec leur connaissance et leur maîtrise du savoir. Mais nous préférons rejeter un certain nombre de cadres qui peuvent enseigner, tout simplement parce qu'ils ne sont pas de notre tendance politique. Voilà les véritables problèmes auxquels nous sommes confrontés. Tant que nous n'aurons pas une orientation véritable, tant que nous n'aurons pas choisi un système d'enseignement, nous ne pouvons pas guérir ces maux. On peut, si vous voulez, aujourd'hui on peut se demander s'il s'agit de faire la médecine ou de faire la chirurgie. Moi, je pense que c'est la chirurgie. Nous avons un corps qui est gangréné. Tout le monde sait que quand ton corps est gangréné, les médicaments ne servent à rien. Il faut couper pour que le reste du corps soit sain. Ou que peut-être le nouveau bourgeon naisse à la place. Moi, je souhaiterais donc que le ministre, ou je ne sais pas, comme cela a proposé, qu'il y ait un débat au niveau d'une commission élargie, qui serait élargie à la société civile, parce que l'enseignement, c'est l'affaire de tout le monde. Quand nous avons des enfants qui sortent de l'université, qui sont en chômage, vous envoyez votre enfant, pendant 20 ans, vous le nourrissez, vous l'habillez. Il sort, votre espoir, c'est qu'il vous aide à terminer vos vieux jours. Mais même s'il faut pour payer la cigarette, il faut que sa maman lui donne, à quoi ça sert cette université? Est-ce que ça encourage les autres à étudier? Vous étudiez, c'est pour la promotion. Mais s'il n'y a pas de promotion, si après avoir été une charge pour vos parents pendant que vous étudiez, au lieu de devenir leur espoir, vous donnez encore une autre charge, à quoi ça sert d'étudier? Les étudiants peuvent se poser la question aujourd'hui, à quoi ça sert l'université? Et en âme et conscience, s'ils veulent répondre objectivement, ils répondront que ça ne sert à rien. Parce que ça ne permet pas la promotion sociale. Toute formation qui ne permet pas la promotion sociale est une formation inutile. Un grand homme politique disait qu'un régime qui désespère sa jeunesse n'a pas de raison d'être. Aujourd'hui, notre jeunesse est désespérée parce qu'elle n'a pas de raison d'être. Voilà le véritable problème. Nous avons beau aligner les différents mots, nous ne pourrons pas les soigner. Car l'élément essentiel parle de l'essence, c'est-à-dire où allons-nous? Comment allons-nous là? Nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas comment y aller. Voilà le question. Nous n'avons pas posé de questions. Pourtant, personne n'ignore le grand souci que nous avons en ce qui concerne les conditions de vie de notre armée, en ce qui concerne le problème de la sécurité dans notre pays. Nous vous reconnaissons un mérite. Depuis l'ouverture de la session, vous vous êtes battu pour défendre les pouvoirs de notre Assemblée. Nous avons un pouvoir exécutif qui a son domaine, nous avons un pouvoir judiciaire qui a son domaine, nous avons un pouvoir législatif qui a son domaine. Il nous revient de nous battre pour que les députés n'empiètent pas sur le domaine du pouvoir exécutif ni du pouvoir judiciaire. Mais nous devons tenir nos yeux sur les droits de notre Parlement. Le budget, c'est l'acte fondamental de tout Parlement. Nous savons très bien qu'historiquement, le Parlement est né à partir du budget, de l'autorisation des dépenses. Aucun ministère ne peut fonctionner s'il n'a pas l'autorisation de dépenser. Même dans les régimes à partir unique, lors du vote du budget, tous les ministres viennent défendre leur budget. Cela est la base de l'existence d'un Parlement, même dans un système dictatorial, même dans un système à partir unique. Lorsque le ministre de la Jeunesse et celui de la Santé étaient absents, vous avez dit, Monsieur le Président, les ministres sont en mission, posez vos questions, les services vont enregistrer et les ministres à leur retour viendront répondre. Avec tout le respect que nous devons, Monsieur le Président, parce que d'abord vous êtes notre Président, ensuite, parce que nous sommes les Africains, vous êtes notre ennemi, nous n'avons pas très bien compris votre réponse, c'est que c'est notre silence. Nous avons demandé, est-ce que les ministres seront là lundi ou mardi? Évidemment, peut-être comme vous respectez le pouvoir exécutif, vous n'avez pas répondu, vous avez dit seulement ils seront là ou leurs représentants. Mais nous savons bien que pour le vote
budget, quand les ministres viennent, ils sont assistés, ils ne sont pas remplacés. Cela, nous sommes d'accord. Nous pouvons, pour d'autres questions, poser des questions orales ou écrites au ministre. Il peut répondre par écrit. Mais à cette grande somme de budget, le ministre est le principal, est l'ordonnateur du budget de son département. Donc il est le principal, c'est l'unique responsable. C'est lui qui doit être là pour nous répondre. À partir du moment où nous sommes dans l'obscurité, nous ne savons pas si les ministres viendront ou pas, nous sommes obligés de nous taire. Mais cela ne veut pas dire que les députés de la colonne ici présents n'ont pas beaucoup de choses, beaucoup de questions à poser au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense. Mais nous n'avons pas l'assurance que ces ministres répondront à nos questions. Alors si nous nous taisons, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. Nous avons beaucoup de choses à dire concernant l'armée, concernant l'intérieur, concernant la justice, concernant les affaires étrangères, qui sont des ministères de souveraineté. La justice, l'intérieur et la défense concernent la vie quotidienne de tous citoyens guinéens. Mais vous comprendrez que nous soyons obligés de garder le silence et d'attendre peut-être lundi ou mardi si les ministres viennent. Parce que si nous ne posons pas des questions, la preuve, tous les hauts cadres du ministère des Affaires étrangères qui sont là sont partis. Parce que nous n'avons pas posé de questions. Et ça ne veut pas dire que nous nous désintéressons. Donc, monsieur le Président, avec tout le respect que nous vous devons, et nous sommes obligés de vous dire cela. D'autre part, tous les 114 députés ont intérêt à ce que les droits du Parlement soient sauvegardés. Tout le monde a intérêt à cela. Parce que notre raison d'être ici, c'est cela. Chaque fois que nous devons empiéter sur le pouvoir de l'exécutif, le président doit nous rappeler à l'ordre. Mais faisons très attention, nous sommes un Parlement. Le Parlement, en dehors de l'appartenance politique, c'est d'abord une entité avec ses droits. Si pour une raison ou une autre, nous commençons à renoncer à ces droits, le Parlement tombera en disséquilibre. Il faut que nous soyons conscients de cela. Tout à l'heure, j'ai été très heureux d'entendre tous les députés être d'accord qu'il y a des choses qui relèvent de la prérogative du Parlement. C'est-à-dire, dans tous les pays du monde, le Parlement prend des résolutions. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec mon cher ami et cousin Somparé. On n'a pas parlé de motion. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un régime parlementaire ou présidentiel, mais avec l'existence d'un Parlement, ce n'est pas nous qui avons inventé le parlementarisme, que ce soit dans le régime parlementaire ou dans le régime présidentiel. Le ministre de la Justice a parlé ce matin de ce prier de la coutume. Nous savons très bien que dans tous les pays du monde, il y a des règles précises de protocole. Et que dans tous les pays du monde, c'est le Parlement qui vote un certain nombre de décisions qui concernent sa vie. Par exemple, le budget du Parlement, ce n'est pas le gouvernement qui décide, c'est le Parlement. Donc, il ne faut pas, pour des raisons de parti, nous fermons les yeux sur les droits des parlementaires. Ces droits, c'est les droits des 114 parlementaires. Ce n'est pas une question de majorité ou de minorité. C'est une question du droit du député. Mais notre acte fondamental, c'est le vote du budget. Si nous ne votons pas le budget, aucun ministre ne peut travailler. Alors comment peut-on nous dire que le ministre peut avoir une obligation supérieure à sa présence devant le Parlement, alors que si le Parlement ne vote pas ce budget, son ministère n'existe pas. Là, on vient de voir le cas aux États-Unis, le Parlement n'a pas voté le budget. Le président des États-Unis a décidé de mettre 800 000 fonctionnaires. Tant que le Parlement n'avait pas voté, le gouvernement ne peut pas fonctionner. Donc l'acte principal d'un Parlement, c'est le vote du budget. Et tout ministre a obligation de venir défendre son budget. Vous pouvez vouloir renoncer à ce droit aujourd'hui parce que vous avez la majorité. Mais je crois que c'est un danger grave pour vous-même. Parce que vous aurez renoncé à la mission que vous avez été confiée, qui est de défendre les intérêts du peuple, de ne pas accepter qu'un ministre ait des dépenses sans que vous, qui êtes des représentants du peuple, ayez eu à vous prononcer là-dessus sur la justice ou la non-justice. On dit souvent qu'un pouvoir ne se donne pas, il se conquiert. Quand vous avez un pouvoir et que vous y renoncez,
vous êtes certain que vous ne laissez plus jamais ce pouvoir. Alors faisons très attention. Voyons quel est notre rôle de député. Quelle que soit la façon dont nous sommes venus ici, avant nous sommes ici, nous devons savoir que nous devons défendre le Parlement. Et nous devons faire très attention à cela. Nous avons beaucoup de choses à dire. Mais tant que nous n'aurons pas l'assurance que les ministres nous répondent, nous ne parlerons pas. Parce que, comment voulez-vous demander à une commission de répondre? On demande à la commission, mais la commission n'a pas à répondre sur la retraite des militaires. Ce n'est pas son rôle. C'est le ministère qui doit nous répondre. Voilà les conditions dans lesquelles... Mais quand la commission répond, le président doit lui rappeler la robe. La commission fait une ingérence dans le domaine du pouvoir exécutif. Elle n'a pas le droit. Nous devons respecter le pouvoir exécutif. C'est ce que je tenais à dire. Si vous voyez que nous sommes très silencieux et que les autres sont partis, nous avons beaucoup de choses à dire sur les affaires étrangères, sur la défense, sur l'intérieur. Nous avons été très satisfaits. Je pense que le ministre de la Justice est venu. Il y a un débat franc. Dans la justice, nous savons tous les problèmes que la justice pose dans ce pays-là. Mais il y a un débat franc, libre. Et je pense que le ministre est parti satisfait, nous satisfait, parce que nous avons pu aborder tous les problèmes. Les choses qui se conservent bien s'énoncent clairement. Si nous sommes sûrs de notre bon droit, pourquoi ne pas venir discuter? Quand vous êtes sûr que ce que vous faites est dans l'intérêt du peuple, pourquoi craindre, pourquoi avoir peur de venir s'expliquer devant le Parlement? Voilà donc, Monsieur le Président, je souhaitais donc que vous compreniez bien que notre silence n'est ni une indifférence, ni une absence de question. Mais tant que nous n'aurons pas la réponse claire, comme nous l'avons eu pour le ministre de la Jeunesse et de la Santé, vous ne nous avez pas entendu contester. Nous avons posé toutes les questions et les ministres sont venus répondre. Nous avons même eu à féliciter le ministre de la Santé. Voilà donc ce que je voulais faire comme remarque pour qu'on comprenne bien l'attitude.